Les yeux fatigués d'Alain Broussard se fermaient tandis qu'il s'installait dans son fauteuil. La voix de son épouse perça le brouillard de son épuisement. « Tu te souviens de notre conversation au déjeuner aujourd'hui ?» Il émit un grognement évasif, l'esprit vide. « J'ai eu une idée, » poursuivit-elle en se penchant en avant. « Cela pourrait être très lucratif pour nous. » Le regard d'Alain s'aiguisa, se concentrant sur son expression enthousiaste. Il hocha la tête pour l'encourager à continuer. « Chaque jour, nous accumulons des intérêts sur tous les comptes, dépôts, investissements, hypothèques, effets de commerce. Jusqu'aux infimes fractions de centimes, expliqua-t-elle. Mais les relevés bancaires n'affichent que des centimes entiers, n'est-ce pas? Les rouages dans l'esprit d'Alain commencèrent à tourner. Continue, l'encouragea-t-il. Et si nous créions un compte fictif pour collecter ces fractions, puis transférer le solde vers un compte offshore? Ses yeux brillaient. Ce ne sont que des fractions, mais, point sur des millions de comptes quotidiennement, c'est une fortune absolue. Acheva Alain, se redressant brusquement. Elle acquiesça, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Environ 900 000 $ mensuels, plus ou moins. Le front d'Alain se plissa. Mais comment éviter la détection? Je ne suis pas expert en informatique. C'est là que nos rôles interviennent, répondit-elle. Tu gères les transferts à l'étranger, je m'occupe de l'audit. Il nous faut juste quelqu'un pour programmer le système. Un lent sourire s'épanouit sur le visage d'Alain. J'ai le candidat parfait, Richard de la sécurité électronique. Récemment divorcé, à court d'argent. Et, ajouta-t-il avec un regard entendu, plutôt charmé par toi. Elle considéra cela, pesant les risques et les récompenses. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrions l'avoir avec nous d'ici quelques semaines. Alors que le plan prenait forme, l'excitation crépitait entre eux comme de l'électricité. Ils s'embarquaient dans un stratagème audacieux qui pourrait changer leur vie à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Fidèle à la prédiction d'Alain, Jeff Richard s'avéra une proie facile. Son récent divorce l'avait laissé vulnérable, tant financièrement qu'émotionnellement. Au fil des déjeuners partagés et des conversations empathiques, il se trouva attiré par la chaleur et la compréhension de l'épouse d'Alain. En un mois, le piège était tendu. Un soir, alors qu'il quittait le bureau, elle suggéra nonchalamment une promenade le long du lac. Jeff, solitaire et désespérément en quête de connexion, accepta avec empressement, scellant son destin et mettant leur audacieux plan en mouvement. Le coin isolé du parking du parc forestier dissimulait leur rendez-vous dans l'ombre. Son murmure délicat brisa le silence. « Laisse-moi apaiser ta peine, Jeff. » Il recula, les yeux écarquillés. « Mais, tu es marié. » Son regard s'abaissa, sa voix devenant un doux murmure. « C'est hors de propos. Il s'agit de nous, notre tourment partagé ces dernières semaines. Personne ne doit savoir. » Les semaines s'écoulèrent dans un tourbillon de rendez-vous clandestins et de suggestions habilement distillées. Dans son modeste appartement, leurs silhouettes enlacées, elle passa à l'attaque. Avec suffisamment d'argent, nous pourrions nous évanouir ensemble. Recommencer à zéro. Sa réticence s'effrita sous son regard ardent. À moins que tu ne veuilles que ton ex-infidèle te saigne à blanc pour toujours, il nous faut des ressources. De nouvelles identités. Une ardoise vierge. Ton mari? Une larme savamment orchestrée scintilla. Un scélérat volage. Tu es mon seul espoir de bonheur maintenant, Jeff. Je t'en prie, dis que tu le feras. Pour nous. Le grondement de la porte du garage la tira à peine de ses pensées tandis qu'elle entrait. Où étais-tu? La voix d'Alain trancha sa rêverie. Elle se raidit, se tournant pour lui faire face au bar. Prenant de l'eau dans le réfrigérateur, elle esquiva. En quoi cela t'importe-t-il? Son visage s'assombrit. Tu es ma femme. Un rire méprisant lui échappa. Quoi, pas de maîtresse ce soir? Mâchoire serrée, il gronda. Je t'ai dit qu'il n'y en a plus eu depuis des années. Des liaisons, mon cher. Au pluriel. Très bien. Si tu penses que je suis toujours infidèle, pourquoi rester? Elle soutint son regard avec froideur. Je suis catholique. Très catholique. Papa l'est encore plus. Je dois être l'épouse dévouée, fermant les yeux sur tes écarts. Un sourire prédateur courba ses lèvres. Tu t'amuses aussi de ton côté, alors? Son sourire énigmatique en disait long. Maudite traîtresse,
cracha-t-il en battant en retraite. Son rire résonna dans son sillage. Plus tard, isolé dans son bureau, Alain fixait des images accablantes sur son écran. Son esprit s'emballait. Pourquoi cette obsession? Elle est infidèle, mais moi aussi. Benjamin Bradford se sentait mal à l'aise parmi l'élite de la Jensen National Bank. Même avec Jennifer vantant fièrement son acumen commercial aux vice-présidents assemblés, il se sentait terriblement déplacé dans cette mer d'élite distinguée. Pantalon de créateur, chemise Oxford bleue sur mesure et mocassins italiens hors de prix sans chaussettes. Les femmes étaient habillées de la même façon, en chemisier léger, shorts plissés ou pantalons capri, sandales en cuir et bijoux coûteux. Et voilà Brad, en docker et polo avec une montre Citizen Eco Drive, pas une Rolex. Jennifer, cependant, ne remarquait rien ou s'en moquait. Elle le présentait toujours fièrement à ses collègues au travail, main dans la main avec Ben, et bavardait aisément avec chacun d'eux. « Ben, dit-elle, je te présente Suzanne Flowers et son mari Clark. » Ben tourna la tête et ses yeux s'écarquillèrent. « Bonjour, Ben, dit Clark Flowers, tendant sa main parfaitement manucurée pour une poignée de main ferme. Clark Flowers. Ben serra la main tendue, mais son regard restait fixé sur Suzanne Flowers. Ben, chérie, gloussa Jennifer, tu la dévisages. Il s'éclaircit la gorge et tenta de rire, mais cela sortit comme une sorte de gargouillement étranglé. Je sais, dit Clark, c'est surprenant, n'est-ce pas? Ben acquiesça. Suzanne Flowers et Jennifer auraient pu être jumelles. Presque la même taille, environ 1,68 m, toutes deux élancées, aux yeux bleus, avec des cheveux blonds courts. « Quelque chose vous plaît ?» rit Suzanne en tendant la main pour serrer celle de Ben. Son regard parcourut sa silhouette, puis se tourna vers Jennifer pour l'examiner de la tête aux pieds. « Incroyable, dit-il. Avez-vous été séparés à la naissance ?» Ils rirent tous. « Parfois, cela complique le travail au bureau, dit Suzanne. Les gens nous confondent constamment. Et je pense que Jennifer en tire parfois avantage, n'est-ce pas, ma chère ?» Elle posa sa main sur l'avant-bras de Jennifer. Jennifer sourit en retour. S'ils veulent croire que la vice-présidente senior dirige l'audit et non la petite vice-présidente junior, qui suis-je pour les détromper? Viens, ma belle, dit Clark. Oh, chérie, regarde, dit Suzanne, pointant par-dessus l'épaule de Ben. Suzanne se tourna pour suivre son doigt tandis qu'elle parlait. C'est Alan du service des effets de commerce. Je voulais vous présenter, tu te souviens? Bien sûr, dit Clark. Il fit un signe de tête à Ben, puis suivit son épouse. Qui est Alan? Demanda Ben, se tournant à nouveau vers Jennifer. Elle hésita avant de répondre. Il est porteur de mauvaises nouvelles, chuchota-t-elle. Ben reporta son regard vers Broussard. Comment ça? Juste de mauvaises nouvelles. Évite-le, acquiesça-t-il. Qui apporte de mauvaises nouvelles? Tonna une voix forte. Oh, Ben, dit Jennifer, tirant sur son bras pour attirer son attention. C'est monsieur Jensen. Je t'en prie, Jennifer, appelle-moi Horace, dit-il. Ben observa l'homme qui se tenait devant lui, le président-directeur général de Jensen National Bank. Il était petit, légèrement plus petit que Jennifer, et bâti comme un roc. Il arborait une chevelure argentée fournie, un visage hâlé au teint basané, une mâchoire carrée assortie à sa carrure, et des yeux noisettes pétillants. Ben estima son âge à 60 ans, mais il aurait pu avoir 10 ans de plus ou de moins. Quoi qu'il en soit, il semblait en bonne forme, robuste et fort pour un homme de petite taille. Et contrairement aux autres hommes, il portait un jean Levi's délavé et un maillot des Chicago Bulls. « Horace, dit Jennifer, je vous présente mon mari, Benjamin Bradford. »« Benjamin, dit Jensen, serrant la main de Ben d'une poigne de fer. « Je suis Horace Jensen. C'est un plaisir de finalement rencontrer l'homme qui fait le bonheur constant de notre petite Jennifer. S'il vous plaît, monsieur, dit Ben, je suis Ben. Et je suis ravi de finalement rencontrer le seul homme qui semble avoir réalisé à quel point Jennifer est une femme exceptionnelle. » Jensen haussa un sourcil. « Pardon? Oui, poursuivit Ben. J'ai su qu'elle était exceptionnelle dès notre première rencontre, mais vous avez des milliers d'employés, et vous avez quand même réussi à la faire progresser dans la hiérarchie plus rapidement que la plupart, donc je sais que vous l'avez remarqué aussi.
Jensen sourit, et Jennifer lui donna un petit coup de poing sur le bras. « Ça suffit, Ben, dit-elle, bien que la joie dans ses yeux dise le contraire. « Que faites-vous dans la vie, Ben ?» demanda Jensen, en prenant une gorgée de son verre. « Je suis analyste en sécurité des systèmes. » Les sourcils de Jensen se levèrent. « Et que fait un analyste en sécurité des systèmes ?» Ben s'éclaircit la gorge. « Eh bien, monsieur, nous pénétrons dans des systèmes informatiques sécurisés. »« Donc vous êtes un pirate informatique professionnel ?» ?»« En quelque sorte, dit Ben, prenant une gorgée de sa bière avant de continuer. « Nous sommes engagés par des entreprises, principalement des banques, mais d'autres sociétés aussi, pour essayer de pirater leurs systèmes informatiques. Nous les approchons sous différents angles pour voir à quel point leurs systèmes sont sécurisés. La théorie est que si nous n'y arrivons pas, vous êtes probablement à l'abri des autres. Si nous pouvons entrer, cependant, nous travaillons avec l'entreprise pour développer des protocoles et des défenses. » Jensen hocha la tête et réfléchit un moment avant de parler. « Pouvez-vous attendre ici une minute ?»« Bien sûr, dit Ben. »« Chérie, murmura Jennifer à son oreille, je crois que tu as capté son attention. »« Ce serait bien, dit Ben, se retournant et voyant l'expression sur son visage. C'était difficile à lire. Était-elle excitée? Nerveuse? Je te promets, dit-il. Je ne te ferai pas honte, d'accord? Elle hocha la tête. Je sais, mon chéri. Ben, dit Jensen, revenant avec un homme grand et mince aux cheveux noirs dans la trentaine. Ben, voici Jeff Richard, responsable de la sécurité électronique. Ben et Richard se serrèrent la main. Il a l'air nerveux, pensa Ben. Le regard de Richard s'arrêta sur Jennifer. Salut, Jennifer, murmura-t-il. Salut, Jeff, dit-elle. Ben est analyste système, dit Jensen. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de choses? Bien sûr, répondit Richard. Ils sont engagés pour évaluer l'intégrité d'un système de sécurité. Nous en avons un? Richard secoua la tête. Juste moi et nos gens, dit-il, regardant Ben avec irritation. Ils pensent que ces hommes sont suffisants, pensa Ben. Vous pensez que c'est suffisant? Demanda Jensen, lisant dans les pensées de Ben. Avant que Jensen ne puisse répondre, Ben intervint. Non, dit-il, ce n'est jamais suffisant. Voyant l'éclair de colère sur le visage de Richard, Ben poursuivit. Écoutez, je suis sûr que vous êtes plus que qualifié. En fait, vous êtes probablement meilleur dans votre travail que moi. Le problème, c'est que vous ne voyez cela que de votre propre perspective, comment maintenir le système sécurisé. Sans doute êtes-vous au fait des nouvelles astuces. Vous lisez les manuels et les publications et effectuez les changements nécessaires. Mais il y a un problème avec ça. Richard le foudroya du regard, mais Jensen était intrigué, réfléchissant à ce que Ben avait dit. Ben réalisa qu'il avait compris et attendit un moment avant de poursuivre. Le problème, dit Ben, c'est que la nouvelle technique de piratage s'est déjà produite avant que quiconque n'ait eu le temps de publier des informations à ce sujet. Jensen acquiesça, approuvant la conclusion. Ça a du sens, n'est-ce pas? Il donna un coup de coude à Richard, qui semblait maintenant comme un ressort sur le point de se détendre. Ouais, couina-t-il, s'éclaircissant la gorge avant de continuer. Ouais, ça se tient. Mais comment savoir quand vous le faites? Et que vous ne détruirez rien si vous parvenez à entrer? Ben rit. Parce que je vous fournis un rapport d'inspection complet, dit-il. Et parce que si je gâche quoi que ce soit ou me fais prendre à faire quelque chose d'illégal, je perdrai mon entreprise et finirai en prison. Voilà pourquoi. Votre entreprise, dit Jensen. Vous êtes à votre compte? Ben acquiesça. Bien sûr, j'ai des employés. 4 d'entre eux. Tous professionnels, tous hautement qualifiés, et tous honnêtes comme le jour. Monsieur Jensen, nous sommes doués dans ce que nous faisons, et je vous recommande d'essayer. Ben regarda Jennifer, qui lui sourit avant qu'il ne continue. Si vous ne souhaitez pas utiliser nos services ou estimez que nos tarifs sont inappropriés, je vous recommande tout de même d'engager quelqu'un pour auditer votre système. Je serai ravi de vous recommander d'excellentes entreprises. Jensen lui sourit. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, mon garçon, dit-il. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Ben. Appelez-moi lundi et nous fixerons un rendez-vous pour discuter de tous les détails.
Mais j'aime ce que j'entends, et je préférerais que ce soit en interne. N'est-ce pas, Jennifer? Elle étreignit Jensen, qui fut d'abord déconcerté par cette soudaine manifestation d'émotion. Merci, Horace. Vous ne serez pas déçu, je vous le promets. Quelle était l'expression que Ben vit sur le visage de Richard lorsque Jennifer étreignit Jensen? Était-ce de la colère? De la jalousie? Du désir? Il ne pouvait le dire, mais cela le rendait nerveux. Il observa Richard traverser la pelouse vers Broussard et Susan Flowers. Lorsqu'ils furent tous les trois ensemble, Richard parla, et Ben vit trois paires d'yeux se tourner et le fixer. Il détourna le regard, gêné d'avoir été surpris. Jennifer passa la porte d'entrée et posa son sac à main sur le comptoir près du placard. « Je suis rentrée », annonça-t-elle en entendant des voix à l'arrière de la maison. « Dans le salon familial », répondit Ben. « Maman !» s'écrièrent les jumelles à l'unisson, et elle entendit leurs pas maladroits alors qu'elle courait vers elle. « Bonjour, mes petites », dit-elle, se baissant pour prendre une jumelle dans chaque main. « Ashley et moi sommes en train de lire », dit Allison. « Vraiment ?» répondit Jennifer en se tournant vers Ashley. « C'est vrai ?» Ashley acquiesça solennellement. « Le livre d'Horton. »« Horton entend qui ?» Ashley hocha à nouveau la tête et chuchota. « C'est mon préféré. »« Pas moi !» s'écria Allison. « J'aime Sam, je suis. »« Et moi, j'aime les deux, » approuva Jennifer. « Parfait, » sourit Ben, s'approchant pour prendre Ashley dans ses bras. « Alors tu pourras leur lire les œufs verts au jambon avant le coucher. » Jennifer sourit tandis qu'il se penchait pour l'embrasser sur la joue. Ils se dirigèrent vers la cuisine pour dîner. « Comment était le travail, ma chérie ?» demanda-t-il derrière elle. « Long, » dit-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge du four. « 8h10, tu savais que le poste de lieutenant-gouverneur impliquait des horaires plus longs. » Il installa Ashley dans sa chaise haute et la rapprocha de la table, puis se tourna vers elle avec tendresse. « Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer ainsi. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « Je sais, Ben, je veux être avec toi. » Elle serra Allison plus fort contre elle. « Et avec toi, petit monstre. » Allison gloussa, gigotant pendant qu'on l'installait dans sa chaise haute. « Mais ça ne durera que 6 ou 8 mois encore. Ensuite, je mettrai de l'ordre dans mes systèmes et mon travail. Je retrouverai ma vie. Nous retrouverons notre vie. » Il se contenta d'acquiescer, puis se tourna pour débarrasser les assiettes et servir le repas. Ils en parlaient depuis 1 an maintenant, et elle savait que Ben perdait patience. Mais s'il pouvait patienter encore un peu, dis-moi, les choses se calmeraient et il pourrait retrouver une vie normale. « Qu'est-ce que Teresa nous a préparé aujourd'hui ?» demanda-t-elle, essayant d'alléger l'ambiance. « Une tourte au tamal, » répondit-il en remplissant les assiettes. Jennifer rit. « Tu devrais vraiment lui demander de préparer des plats plus simples de temps en temps. Toute cette cuisine mexicaine me donne des aigreurs. » Ben plaça les assiettes devant les filles qui commencèrent à engloutir leur nourriture. Il se tourna et enlaça Jennifer en disant « Elles n'ont pas l'air de s'en plaindre. » Et puis, c'est ce qui arrive quand on engage une nounou latino. Cuisine mexicaine et enfant bilingue. « La prochaine fois, j'engagerai une nounou française, » murmura-t-elle à son oreille, lui rendant son étreinte et savourant la façon dont il la serrait. « Pas de problème, » dit-il, se penchant pour caresser son oreille de ses lèvres et de sa langue. « Le français, c'est bien, » l'entendit-elle ricaner tandis que les frissons électriques de ses lèvres parcouraient son esprit. « Vous les hommes, vous êtes tous des goujats, » rit-elle en le repoussant doucement pour porter leurs assiettes à table. En s'asseyant, elle plissa le nez de douleur. Ben remarqua sa grimace et haussa les sourcils. « Je suis tombée au travail, » expliqua-t-elle. « Une flaque d'eau au sol. J'ai pris un coup assez violent et je crois m'être meurtri le coccyx. Tu vas bien ?» Elle perçut l'inquiétude dans sa voix et vit la compassion traverser son visage. « Ça ira, » le rassura-t-elle. « Laisse-moi juste quelques jours avant notre prochain entraînement. » Il esquissa un sourire narquois. « D'accord. Mais quelques jours seulement. » Elle lui rendit son sourire et commença à manger. « Alors, tu as vu Monsieur Jensen aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Il acquiesça avec un sourire en coin. Et son sourire s'élargit davantage. « Je l'ai eu. Je commencerai dès que j'aurai réglé quelques détails et réuni l'équipe pour les briefings. »« Dans combien de temps ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. «
Je ne te le dirai pas. Je ne veux pas que tu révèles quoi que ce soit par inadvertance. C'est juste, dit-elle en repoussant son assiette à moitié pleine. Mais tu as obtenu un bon accord? Il hocha vigoureusement la tête. Oh oui, nous avons conclu une excellente affaire. Une très bonne affaire. Ne sois pas trop gourmand, mon chéri, le prévint-elle. N'oublie pas que j'y travaille. Il rit. Ce n'était pas moi, dit-il. Jensen a probablement passé tout le week-end au téléphone. Il connaissait les tarifs de tous les autres, savait combien ils facturaient tous. Quand il a découvert que j'étais moins cher, il a insisté pour un tarif plus élevé. J'ai essayé de discuter, mais il a insisté. Il a dit que si je faisais du bon travail, il me paierait un prix équitable. S'il n'était pas satisfait, il paierait un tarif inférieur. Tarif standard, mais il paierait le maximum s'il jugeait le travail excellent. Une sorte de prime, je suppose. Ses yeux s'écarquillèrent. Et tu penses pouvoir lui offrir un travail de première qualité? Il acquiesça. Je le garantis. Jeff Richard observait sur l'écran Benjamin Bradford sortir de l'ascenseur et se diriger vers le bureau de son épouse. Il le regarda lui sourire tandis que Ben se penchait pour l'embrasser sur la joue. Elle caressa ses cheveux et lui murmura quelque chose. Il rit et Richard aurait souhaité avoir un système audio. Gardez-le à l'œil, ordonna Richard à l'homme et la femme assis devant les moniteurs. Prenez des notes. Je veux savoir partout où il va dans ce bâtiment. Ils acquiescèrent et commencèrent à prendre des notes. C'est un spécialiste en sécurité, poursuivit Richard. S'il pénètre ce système, nous pourrions tous perdre notre emploi. Compris? Ils hochèrent la tête et se mirent à écrire plus rapidement, les yeux rivés sur l'écran avec une intensité accrue. Ils observèrent Ben parcourir la pièce du regard, s'adressant à Jennifer qui quittait son ordinateur et attrapait son sac. Puis ils le regardèrent aller d'écran en écran, laissant Jennifer à son bureau pour terminer sa déconnexion. Ils suivirent attentivement Jennifer lui faire visiter son département avant de le raccompagner à l'ascenseur d'où il sortit. Enfin, ils les virent tous deux sortir de l'ascenseur au rez-de-chaussée et quitter l'immeuble. Aucun des trois ne prêta attention au petit agent d'entretien afro-américain qui poussa son chariot dans un local technique et s'éclipsa pendant 12 minutes avant de réapparaître et de se diriger vers les autres bureaux. Ben était assis dans son atelier, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur. Ron Washington avait connecté un nano-ordinateur aux lignes système traversant la réserve, et cette merveille de technologie moderne transmettait maintenant des données à l'ordinateur du bureau de Jeff. Il se tenait à l'entrée du système, réfléchissant à la meilleure approche. D'abord, il devait choisir une cible. Quel mot de passe devait-il chercher en pénétrant le système? Il sourit. Broussard, cet arrogant suffisant que Jennifer lui avait décrit comme problématique. Eh bien, pensa Ben, voyons si ces rumeurs sont fondées. Dans le champ utilisateur, il tapa Broussard. L'ordinateur indiqua ne pas reconnaître l'identifiant. Il tapa à Broussard. Encore une fois, pas de reconnaissance. Il hocha la tête. C'était habituel. Dans une entreprise de la taille de Jensen National, on pouvait trouver autant de Smith que l'on voulait, et presque autant de Smith avec les mêmes initiales. La seule question était le nombre d'initiales à utiliser pour un nom. La sécurité du système se souciait rarement de la sécurité des identifiants. Il se concentrait presque toujours sur la sécurité des mots de passe. Après 4 tentatives supplémentaires, il obtint enfin un nom complet. Alambe Broussard. Maintenant venait la partie délicate. Craquer le mot de passe de Broussard. Il choisit la méthode la plus évidente. Il appela simplement le support technique pour vérifier le mot de passe. De tels appels arrivaient par dizaines chaque jour, et le service d'assistance les communiquait régulièrement par téléphone. Néanmoins, si l'appel échouait, ou si le service d'assistance disposait d'une couche de sécurité supplémentaire, comme insister pour se rendre au terminal de Broussard et taper le mot de passe devant lui avant de le confirmer, Ben révélerait ainsi à Richard qu'il était déjà dans le système. Ben décida donc de commencer simplement par une attaque hybride des mots de passe. L'attaque par dictionnaire était la plus simple des attaques de mots de passe, où presque chaque mot du dictionnaire était essayé sur l'écran de connexion jusqu'à ce que le mot de passe soit trouvé. Ces attaques fonctionnaient bien sur les systèmes domestiques, où les utilisateurs se souciaient rarement de la sécurité et préféraient des mots de passe simples à mémoriser. Malheureusement,
Ces attaques échouaient presque toujours sur les systèmes d'entreprise, celles-ci étant beaucoup plus vigilantes en matière de sécurité. Néanmoins, l'utilisateur devait pouvoir mémoriser son mot de passe. Ainsi, les mots de passe professionnels consistaient généralement en des mots associés à des chiffres ou des caractères spéciaux. Les programmes d'attaque hybride étaient conçus précisément pour ce type de mot de passe. Ils bombardaient le système de millions de combinaisons de lettres, chiffres et symboles jusqu'à obtenir un accès. Selon la complexité du mot de passe, une telle attaque pouvait prendre plusieurs jours. Ben décida d'attendre 18 heures, la fin de la journée de travail, avant de lancer l'attaque hybride. Autrement, il y avait de fortes chances que Broussard soit encore connecté à l'ordinateur et que le système détecte la tentative de double connexion. Bien que les doubles connexions ne soient pas si rares, les employés restant souvent connectés pendant leur déjeuner tout en se connectant depuis un ordinateur portable, Ben supposait que Richard surveillerait de telles connexions multiples, particulièrement aux heures où elles seraient inhabituelles. Ben inséra le disque dans l'ordinateur et lança le programme d'attaque hybride. Il saisit le nom d'utilisateur de Broussard, configura les paramètres temporels et quitta le bureau, verrouillant la porte derrière lui. Le temps d'attendre. Ben et Jennifer se dirigèrent main dans la main vers leur chambre, fermant la porte derrière eux. Les filles étaient couchées et Jennifer ne songeait plus. « Que dirais-tu d'un peu d'exercice » suggéra-t-elle. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner avec Jennifer et les filles, Ben se rendit à son bureau tandis que Jennifer partait en voiture pour une nouvelle journée de travail. Allumant la bibliothèque multimédia avant de commencer, il sourit en entendant Bruce Springsteen et le E Street Band entamer une interprétation mélancolique de Thunder Road. Un bon présage, pensa-t-il, commencer la journée avec l'une de ses chansons préférées. Assis au terminal principal, il sirotait son café, agitant la souris de sa main gauche pour sortir l'écran du mode veille. Il regarda l'affichage clignotant à l'écran. Quel simplet, pensa Ben. Il avait utilisé son nom suivi de 123 comme mot de passe. Le programme l'avait probablement piraté une heure après son lancement. Ben commença à taper des notes sur un autre ordinateur qui constituerait la base de son rapport final. Ces personnes avaient définitivement besoin d'une formation sur la protection des mots de passe en plus de leurs mesures de sécurité interne. Ben entreprit alors de naviguer dans le système, essayant de voir jusqu'où il pourrait aller. Il commença par les mémos internes et la correspondance, qu'il pirata facilement. Il parcourut les courriels, naviguant d'avant en arrière. Se sentant espiègle, il décida d'envoyer un courriel à Jennifer de la part de Broussard. « Salut, ma belle, devine qui c'est » écrivit-il. Un peu plus d'une minute plus tard, il vit la réponse. « Je t'ai dit de ne pas m'envoyer de message. Jay. » Ben se sentit mal à l'aise. Ce malotru la harcelait-il vraiment? Il décida de prendre le temps d'enquêter, mais il devait d'abord couvrir ses traces. Il ne voulait pas qu'on le soupçonne de cela, y compris Jennifer. « Désolé. Mauvais destinataire. » Jennifer ne répondit pas. Alors Ben retourna au courriel de Broussard et commença à approfondir l'histoire. 8 mois auparavant, Ben avait vu une série de courriels qui soulevaient des questions. Poursuivant son investigation, il se concentra sur la recherche d'indices, ses doigts volant sur le clavier tandis qu'il fouillait le système. 3 heures plus tard, il découvrit toute la piste et fut stupéfait par la simplicité du stratagème. Il téléchargea des copies des lignes de code sur un disque dur externe, ainsi que plusieurs courriels qui mentionnaient indirectement la supercherie. Incertain d'avoir une vision complète, Ben revint à la liste des courriels qu'il avait initialement alertés. Les courriels s'étaient arrêtés brusquement, mais Ben était bien conscient que le détournement massif se poursuivait. Peut-être qu'il le gère depuis un autre compte, spécula Ben, et il fit défiler les courriels à la recherche d'autres adresses à examiner. 1 heure plus tard, Ben se connecta au compte de messagerie personnelle de Broussard. L'imbécile avait utilisé le même mot de passe chez lui qu'au travail, et Ben en eut le souffle coupé. Comment un homme si diaboliquement intelligent et jusqu'ici impuni pouvait-il être si incroyablement négligent? Ne réalisait-il pas à quel point il était facile d'accéder à ces informations? Via le courriel personnel de Broussard, Ben pirata son ordinateur domestique et commença ses recherches. Il découvrit une mine d'or dans un fichier intitulé « Banking ». Dans ce fichier se trouvaient des milliers de transactions effectuées au cours des 8 derniers mois,
transférant environ 6 millions de dollars sur des comptes offshore. Dans un autre dossier, Ben trouva les mots de passe de tous les comptes offshore, ce qui le fit rire aux éclats. Y avait-il vraiment une limite à l'ignorance de cet imbécile en matière de sécurité informatique? Compte tenu de ses collaborateurs, Ben avait maintenant identifié Jeff Richard comme l'un des 2 co-conspirateurs restants. On aurait pensé que quelqu'un aurait dû l'avertir à ce sujet. Ben entendit frapper à la porte. « Entrez », lança-t-il, fermant discrètement l'écran. Teresa entra dans la pièce portant une petite assiette avec un sandwich et une pomme. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, Monsieur Bradford, dit-elle en posant l'assiette sur la table devant lui. Vous n'avez rien mangé depuis le petit déjeuner. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 16h10, plus de 9 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait mangé une tartine à la confiture de fraises. Stimulé par la caféine qui circulait dans ses veines et par ses découvertes, Ben n'avait pas remarqué qu'il se faisait tard et qu'il avait faim. « Merci, Teresa, dit-il en saisissant un sandwich tandis que son estomac grondait d'anticipation. Madame Bradford a appelé, poursuivit Teresa. Elle reste tard ce soir et ne rentrera probablement pas avant que les filles ne soient couchées. La bouche pleine, Ben se contenta d'acquiescer. Après avoir avalé, il dit « D'accord, je descendrai bientôt et nous les nourrirons. » Teresa hocha la tête et sortit, fermant la porte derrière elle. Terminant son sandwich, Ben croqua dans sa pomme et ralluma les écrans d'ordinateur. Fouillant dans les dossiers à la recherche de quelque chose d'intéressant, Ben double-cliqua sur une vidéo. Voyons quel genre de contenu compromettant il avait trouvé ici. Il y avait des dossiers séparés organisés par nom de femmes différentes avec un numéro après chaque nom. Karen 1, Julie 13, Becky 3, Suzanne 2, et ainsi de suite. Ben parcourut la liste et cliqua sur Becky 3. La vidéo démarra et la caméra s'arrêta sur Broussard et une jolie blonde d'une vingtaine d'années assise sur le canapé. Il parlait et Ben augmenta le volume. « Becky, je ne veux pas refaire ça. Broussard, vous n'avez pas vraiment le choix maintenant, n'est-ce pas? Becky, une larme coulant sur son visage, « S'il vous plaît monsieur Broussard, je... » Broussard, appelle-moi Alain. Becky, mais ce n'est pas bien Alain. Peu importe comment je vous appelle. C'est mon mari. Il ne saura jamais rien tant que tu joues le jeu. Parcourant rapidement la vidéo, il en avait assez vu pour savoir que cela n'allait pas s'améliorer. Revenant à la liste, Ben passa aux autres vidéos. Certaines femmes étaient plus que consentantes, mais la plupart ne l'étaient pas du tout. Ben reconnut plusieurs des femmes qu'il avait vues lors des diverses soirées bancaires auxquelles il avait assisté avec Jennifer. Il savait que Suzanne était la femme qu'il avait rencontrée lors de la dernière soirée. Il était le directeur du département d'audit. Il ne parvenait pas à se souvenir de son nom de famille, et les vidéos ne lui donnaient pas cette possibilité. Néanmoins, elle serait la complice idéale, et Ben prit mentalement note de s'infiltrer dans ces systèmes pour voir ce qu'il pourrait découvrir. En parcourant les vidéos datant de plus de 8 mois, il jeta un coup d'œil à la liste des noms. Bien qu'il ne souhaitât pas revoir ces enregistrements, il pourrait y trouver un indice sur l'identité de la troisième conspiratrice que Richard et Broussard mentionnaient régulièrement dans leur courriel. Il savait que la troisième partie était une femme. Il s'y référait toujours au féminin, mais son identité demeurait mystérieuse. Sur le point d'abandonner, Ben feuilleta un dossier portant un nom daté d'environ 11 mois plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent et il se figea, hésitant à cliquer sur le fichier. Jennifer 5. Il fixa l'écran pendant ce qui semblait une éternité, mais en réalité, à peine une minute s'était écoulée. Puis, concentré sur l'écran, il retint son souffle et cliqua sur le fichier. Rebecca Lyon entra dans le parking souterrain de sa résidence. Coupant le moteur, elle ouvrit la portière et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Lissant ses cheveux du bout des doigts, elle prit une profonde inspiration, saisit sa mallette et sortit de la voiture. Scrutant le parking bien éclairé, elle ne vit personne et se dirigea vers l'ascenseur. Elle guetta les bruits de pas et observa les alentours, attendant l'ouverture des portes. Une fois celle-ci ouverte, elle s'engouffra dans l'ascenseur, pressa le bouton de fermeture, puis le 12. Son corps resta tendu pendant que les portes se fermaient, et elle ne put respirer normalement que lorsqu'elles se refermèrent enfin et que l'ascenseur entama sa montée. 9 ans ont passé, pensa-t-elle pour la 1000e fois, et je suis toujours anxieuse. Puis un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. Tant mieux,
Songea-t-elle, car si elle avait été aussi prudente dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, Rebecca sortit de l'ascenseur, tourna au coin et heurta quelqu'un. « Pardonnez-moi, dit-elle, serrant instinctivement sa mallette contre elle. « Rebecca, dit l'homme, et elle faillit défaillir. 8 ans plus tard, elle reconnaissait encore sa douce intonation lorsqu'il prononçait son nom. Ben, leva-t-elle les yeux vers lui. En effet, Benjamin Bradford en chair et en os, la même silhouette élancée, la même coupe de cheveux courte plaquée sur le côté, les mêmes yeux bruns profonds, les mêmes jeans délavés, les mêmes baskets usées et t-shirts. Il n'eût été quelques mèches grises, qui lui semblaient prématurées pour un homme au début de la trentaine, et l'expression sur son visage, il n'avait pas changé d'un iota en 8 ans. « Rebecca, dit-il, j'ai besoin de ton aide. » Son visage se crispa. « Comment es-tu entrée ici ?» exigea-t-elle. « Cet immeuble est surveillé. » Il s'éclaircit la gorge, son expression devenant plus désespérée. « Je connais quelqu'un qui vit ici. Un ancien client. Ils m'ont laissé entrer. Que veux-tu ? » De l'aide, répéta-t-il. « J'ai besoin de ton aide. » Elle étudia son visage. Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. Durant toutes leurs années de relation, les 4 meilleures années de sa vie suivies par l'une des pires, elle ne l'avait jamais vu effrayée. Elle réalisa que c'était exactement ce qu'il semblait être maintenant. Apeurée et perdue. Cela l'a mis en colère. « Bien sûr que tu as besoin de mon aide, dit-elle, le repoussant tandis qu'elle se dirigeait vers sa porte. Où étais-tu quand j'avais besoin de ton aide ? Oh, peux-tu répondre à cette question ? Et maintenant tu as besoin de mon aide ? Elle l'entendit la suivre alors qu'elle déverrouillait la porte. Ce n'est pas juste, Rebecca, supplia-t-il. Tu sais que ce n'était pas comme ça. J'étais là pour toi. J'ai fait de mon mieux, tu le sais. Elle s'appuya contre la porte. Il avait raison, il avait fait de son mieux. Et il aurait continué si elle-même ne l'avait pas repoussé et mis fin à leur relation. Cette nuit-là l'avait brisée. Et après 8 mois pendant lesquels Ben avait patiemment essayé de la réparer, elle avait réalisé qu'elle n'allait pas aller mieux. La thérapie. L'amour. Rien ne pouvait effacer cette terrible nuit de son esprit tant qu'elle vivrait. Alors elle fit la chose la plus difficile qu'elle n'ait jamais eu à faire. Encore plus difficile que de revivre cette nuit et ses séquelles. Elle avait forcé le seul homme qu'elle ait jamais aimé à la quitter. « Entre » murmura-t-elle, ouvrant la porte et pénétrant dans son appartement. Elle alluma les lumières et se dirigea vers sa chambre. « Assieds-toi et détends-toi pendant que je me débarrasse de cette tenue de bureau. » 5 minutes plus tard, Rebecca était de retour dans le salon, se sentant beaucoup plus à l'aise dans son sweatshirt et son jean ample. Elle passa devant Ben, qui était assis sur le canapé, et se dirigea vers la cuisine. « Tu veux quelque chose à manger ou à boire ?» demanda-t-elle. N'ayant pas de réponse, elle prit une canette de diète Pepsi, l'ouvrit et retourna au salon. Ben était voûté sur le canapé, la tête reposant dans ses mains. « Ben, dit-elle en s'installant dans le fauteuil face à lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai besoin de ton aide. »« Pourquoi moi ?» Il toussa, et un sifflement plein d'irritation se fit entendre dans sa toux. « Tu comprendras quand tu sauras ce qui se passe. » Ce qu'il leur fait. Il leva son regard de ses mains et la regarda, la colère flamboyant maintenant dans ses yeux et se dessinant sur ses lèvres. « Qui ? À qui ?» Son visage retourna dans ses mains avant qu'il ne réponde. « Je veux t'engager. Je ne peux te le dire qu'après ton accord. » Sa voix se brisa, et il était au bord des larmes. Rebecca sentit son sang-froid, son apparence distante commencer à fondre à la vue et au son de sa voix. Elle baissa la voix. « Ben, allez, c'est Jennifer ? Les filles ?» Elle entendit un sanglot étouffé, mais ne put dire s'il s'agissait de Jennifer ou des filles. Posant le soda sur la table basse, elle se leva du fauteuil et s'approcha du canapé, hésitant à s'asseoir près de lui. C'était comme ça depuis cette nuit-là, surtout après le départ de Ben. Elle avait dû se forcer à tolérer le contact humain, à ne pas tressaillir au moindre effleurement. Et pourtant, tout s'écroulait devant ses yeux, et elle ne voyait rien d'autre à faire. S'asseyant sur le canapé à côté de lui, elle posa une main sur son épaule. « Ben, l'encouragea-t-elle, tu dois me dire ce que tu veux. Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis rien. » Comme il ne disait rien, elle ajouta « D'accord, considère que tu m'as engagé. On parlera des détails plus tard. »
Il leva les yeux, vit qu'elle était sérieuse et commença à parler. Doucement et avec émotion au début, mais à la fin, c'était monotone et sans vie. 1 heure plus tard, Rebecca ne pouvait que regarder bouche bée tandis que Ben terminait de lui raconter toute la supercherie. Mais 1 minute plus tard, il cessa de parler, signalant que l'histoire était terminée, et son avocate reprit le dessus. Elle fit claquer les fermoirs de sa mallette, sortit un stylo et un bloc-notes, et commença à élaborer un plan. « Très bien, Ben, dit-elle, tu voulais mon aide et maintenant tu vas l'avoir. » Le rythme de son écriture s'accéléra à mesure que sa colère grandissait. « Et je ne vais pas te laisser le choix. On va leur faire payer cher, très cher. » 2 semaines plus tard, Richard était assis face à Broussard dans la salle à manger des cadres. « Nous avons peut-être un problème, dit-il, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Broussard posa sa fourchette et ralentit sa mastication. « Il pourrait être dans le système, poursuivit Richard. Il y a des connexions étranges. Des horaires suspects, des doubles connexions non enregistrées fouinant dans les dossiers habituels. » Broussard coupa un morceau de carotte et le porta à sa bouche, mastiquant méthodiquement tout en regardant Richard. Après avoir avalé, il prit la parole. « Y a-t-il une indication qu'il ait accédé à des fichiers liés à cette entreprise ?» Richard haussa les épaules. « Je ne peux pas en être certain. C'est possible, mais les chances sont minces. Bon sang, il y a des millions de fichiers dans le système, et la probabilité qu'il tombe par hasard sur celui-ci est quasi nulle. Mais êtes-vous certain qu'il n'en existe aucune trace ailleurs ? » « Des traces ?» demanda Broussard. « Quel genre de traces ?» Richard se pencha vers lui. « Eh bien, vous savez, des communications avec quelqu'un d'autre. » Les yeux de Broussard se plissèrent tandis qu'il réfléchissait à la question. « Non, finit-il par dire. Nous n'avons jamais pris de notes. En fait, nous n'avons même pas échangé depuis des mois, de quelque manière que ce soit. » Richard soupira, sentant la tension quitter son corps. « Et vous ne gardez aucune trace de cela ailleurs ?» Richard hésita avant de répondre. « Non, bien sûr que non. » Richard savait qu'il mentait. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, il ressentit un vide douloureux dans son estomac. « Assurez-vous simplement que ce ne soit pas le cas, » dit-il. De l'autre côté de la ville, Rebecca décrocha son téléphone de bureau. « Rebecca Lyon, dit-elle. »« C'est fait, » dit Ben. Elle sourit. Cela allait être intéressant. 2 jours plus tard, Jeff Richard fut surpris d'entendre frapper à la porte. Il n'était que 6 heures, et elle n'était pas attendue avant une demi-heure. « Qu'y avait-il de si important pour me voir aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec désinvolture, passant devant lui alors qu'il fermait la porte. « Nous avons un problème, » dit-il. Elle se retourna, et il vit la colère traverser son visage. « Quel genre de problème ?»« Broussard, » dit Richard. Il n'a pas écouté tout ce que je lui ai dit. « À propos de la sécurité ?» Ses yeux se plissèrent. « Comment le savez-vous ?» Richard sourit. « Parce que j'ai piraté ses comptes, » dit-il. « Au bureau comme chez lui. Et il y a suffisamment de fonds là-bas pour nous envoyer tous en prison pour très longtemps, » dit Richard, sa voix se brisant sous l'effet de la colère qui s'était emparée de lui. Elle jeta son sac à main sur la table. « Cet imbécile, » siffla-t-elle. « Et il y a plus, » dit Richard en s'approchant d'elle. « Comme quoi ?»« Comme les enregistrements, » dit Richard, saisissant sa main et la serrant fermement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous ne saviez pas qu'il aime filmer ses entretiens avec vous, n'est-ce pas ?» Elle vit la réalisation traverser son visage et il serra sa main plus fort. « Lâchez-moi, » dit-elle, essayant de se libérer de son étreinte serrée. « Oh, il filme ses séances avec toutes. Ou plutôt, avec vous 24. Mais ceux avec toi, je les ai particulièrement appréciés. » Elle se débattait déjà, essayant de s'éloigner de lui, mais il continuait de parler. « J'ai particulièrement aimé le dernier, » poursuivit-il. « Celui où toi et lui complotaient pour me manipuler. »« Ce n'était pas comme ça, » supplia-t-elle. « C'était exactement comme ça, » tonna-t-il. « J'ai regardé la vidéo. Je t'ai entendu te moquer de moi. » Il la poussa sur le canapé. « C'est tout ce que j'étais pour toi. Un autre imbécile ? Est-ce que j'ai même compté pour toi ?» Les larmes ruisselaient maintenant sur son visage. « Au début non. Mais maintenant oui. Je ne le vois plus. Il n'y a que toi.
Tu es tout ce dont j'ai besoin et tu le sais. » Richard fit une pause dans sa colère. Elle était convaincante et il voulait la croire. Et elle avait raison. Il n'y avait plus de vidéo de Broussard depuis lors. Ils ne s'étaient plus jamais revus, il en était certain. Étant donné le penchant de Broussard pour l'enregistrement de ses conquêtes, il était sûr qu'il y en aurait eu d'autres si elle avait continué. « Tu sais que c'est vrai, » gémit-elle. « Regarde-moi, Jeff. Tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? Peut-être pas tout de suite, mais c'est vrai maintenant. Est-ce vrai? » Malgré lui, il sentit sa tête acquiescer. C'était la vérité. Ça devait être vrai. Car si ce ne l'était pas, il n'y aurait aucune raison de continuer. Quoi qu'il arrive. Ce n'est pas tout, dit-il. Ses pleurs s'atténuèrent et elle essuya les larmes sur ses joues. Que veux-tu dire? L'argent, dit-il. Ils ont disparu. Disparu? Il hocha la tête. Ce maudit salaud, hurla-t-elle, saisit son sac et s'enfuit par la porte. Richard la regarda partir, ne sachant toujours pas si elle pleurait pour lui ou pour l'argent. Ben se retourna sur le dos et regarda le réveil. Un peu après 6 heures, l'heure de se lever. Il sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain pour se soulager, puis se brossa les dents et se rasa. De retour dans la chambre, il secoua doucement la femme endormie sous les couvertures. Elle était rentrée tard la veille, bien après qu'il se soit couché, bien qu'il ait fait semblant de dormir quand elle s'était glissée sous les couvertures. « Chérie, » murmura-t-il, « veux-tu prendre une douche ensemble ?» Elle marmonna en réponse et se blottit plus étroitement dans la couverture. Il décida de la laisser dormir et se dirigea vers la douche. Après s'être douché et préparé, il boutonnait sa chemise quand la sonnette retentit. 6h30 un samedi matin, qui diable cela pouvait-il être? Il descendit les escaliers et alla à la porte. Quand il l'ouvrit, il vit un homme d'âge mûr dans un costume froissé, le visage marqué par la fatigue. Il tendit un badge à Ben et derrière lui se tenaient 3 agents en uniforme. « Monsieur Bradford ?» dit l'homme en costume. Ben acquiesça. « Madame Bradford est-elle présente ?» Ben marqua une pause. « Pourquoi ?»« Parce que nous aimerions lui parler, » répondit-il. « Et vous êtes ?» Inspecteur Dale Robertson. « Et de quoi souhaitez-vous parler à Jennifer, inspecteur ?»« Ben, chérie, qui est-ce » entendit-il derrière lui. Il se retourna tandis que Jennifer descendait les escaliers. « C'est la police » dit-il. « Bon sang, que vous est-il arrivé ?» Jennifer tressaillit, mais cela ne dissimulait guère son visage meurtri. « Jennifer, » insista-t-il. « Que s'est-il passé avec votre visage ?» Derrière lui, Ben entendit des soupirs. Visiblement, les officiers avaient remarqué les marques. « Est-ce votre mari qui vous a fait cela, madame ?» demanda l'inspecteur Robinson. Sans dire un mot, Jennifer remonta précipitamment les escaliers. Ben s'apprêtait à la suivre quand l'ordre de l'inspecteur le figea sur place. « Est-ce vous qui lui avez fait ça ?» demanda Robinson. Ben secoua la tête. « Bien sûr que non. Pour l'amour du ciel, pensez-vous que j'aurais pu frapper mon épouse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois avant maintenant ?» poursuivit Robinson. Ben réfléchit un instant avant de parler. « Pourquoi êtes-vous ici, inspecteur ?» « Veuillez répondre à ma question, » dit Robinson. Ben secoua la tête. « Je ne crois pas. » Il jeta un regard par-dessus son épaule vers les escaliers, puis se tourna à nouveau vers Robinson. « Je vais devoir vous demander de partir. » Robinson sourit. « Cela ne marchera pas. Nous devons parler à votre femme, et maintenant. Vous avez un mandat ?» lança Ben. Robinson serra les lèvres. « Nous n'en avons pas besoin. Vous vous trompez, inspecteur. C'est ma maison et sa maison, et nous sommes à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat ni l'emmener sans mandat. Vous le savez et je le sais. » « Très bien, » dit Robinson. « Nous obtiendrons votre mandat et nous laisserons quelqu'un ici pour s'assurer que vous ne partiez pas. Mais monsieur Bradford ?» Il jeta un regard à Ben, qui lui répondit de la même manière. « Je n'oublierai pas comment vous avez compliqué les choses, d'accord ?» En réponse, Ben claqua la porte. Robinson retourna à la maison des Broussard et entra dans la pièce, remarquant que le médecin légiste notait les températures corporelles sur un graphique et que l'équipe médico-légale terminait tout juste d'assembler leur matériel. « Du nouveau pendant mon absence ?» demanda-t-il,
ne s'adressant à personne en particulier. Cause du décès confirmée, dit le médecin légiste, prenant toujours des notes. Exsanguination. Bon sang. Et ceci, dit l'un des techniciens. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Robinson s'approcha du bureau et regarda l'écran d'ordinateur. Nous nettoyions le bureau et la souris à la recherche d'empreintes digitales lorsque nous avons heurté la souris. Ceci apparut à l'écran. Le technicien cliqua sur la souris et l'écran s'illumina. Robinson vit le médecin légiste se relever du corps, puis leva les yeux et observa la même scène. Il baissa le regard, puis le releva. Il avait installé des caméras ici ? Oui, dit le technicien en souriant. C'était installé hier soir ? Quand est-ce arrivé ? Le technicien haussa les épaules. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ce n'est pas mon domaine. J'ai juste pensé que ça pourrait vous intéresser. En effet, c'est intéressant, dit Robinson, sortant son téléphone portable pour appeler les services informatiques afin qu'ils viennent sur place. Que se passe-t-il ? Demanda Rebecca en franchissant la porte d'entrée. Je t'expliquerai tout plus tard, dit Ben. Pour l'instant, la police était là et ils veulent interroger Jennifer. À quel sujet ? Ils n'ont pas précisé. Mais probablement à propos de ce dont nous avons parlé hier soir. Le visage de Rebecca se crispa tandis qu'elle jetait sa veste sur le canapé. Où est Jennifer ? À l'étage. Ben désigna le palier. Dernière porte à droite. Tu lui as parlé depuis leur départ ? Il secoua la tête. Elle s'est enfermée et refuse de me laisser entrer. Rebecca acquiesça. Reste ici, ordonna-t-elle. Elle se sentira peut-être plus à l'aise en me parlant à moi seule. Ben se mordit la lèvre inférieure et hocha la tête. Jennifer, dit Rebecca en frappant à la porte. Jennifer, je suis Rebecca Lyon. Je suis avocate et j'ai besoin de vous parler. Elle n'entendit pas de réponse. Jennifer, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ben n'est pas là, il est en bas. Ce sera juste vous et moi, d'accord ? S'il vous plaît, Jennifer, nous n'avons pas beaucoup de temps. Elle entendit de légers pas. Puis le verrou cliqua et la porte s'ouvrit. Je peux entrer ? Demanda Rebecca. Jennifer retourna s'asseoir sur le lit sans dire un mot. Elle se contenta de regarder Rebecca, qui eut le souffle coupé en voyant son visage. Jennifer, la police était ici. Jennifer ne répondit rien. Savez-vous ce qu'ils veulent ? Après un moment, Jennifer hocha lentement la tête, comme en transe. Pouvez-vous me dire ce qui vous est arrivé ? Jennifer se tourna vers Rebecca et acquiesça à nouveau. Puis une larme coula sur sa joue et elle se pencha vers Rebecca pour l'étreindre fermement. « Calmez-vous » murmura Rebecca, caressant le dos de Jennifer tandis qu'elle sentait les larmes mouiller son chemisier à l'épaule. « Jennifer, vous devez être forte. La police va revenir d'une minute à l'autre et j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, d'accord ?» Elle sentit Jennifer acquiescer, se pressant contre son épaule. Puis l'étreinte se desserra. Après un moment, Jennifer se pencha en arrière dans son fauteuil et commença à parler. 30 minutes plus tard, Jennifer acheva son récit. Rebecca ne put que rester stupéfaite, tandis qu'un tourbillon d'activités fébriles tournoyait dans son esprit. À peine avait-elle élaboré un plan d'action qu'elle entendit la sonnette retentir et réalisa que le moment de prendre une décision était venu. Robinson attendit patiemment pendant que l'avocate aux cheveux sombres lisait le mandat. Elle est ravissante, pensa-t-il, mais meurtrie. Il y avait quelque chose chez elle qui la rendait méfiante envers les gens, hésitante au contact. Elle ne semblait à l'aise qu'avec Bradford, réalisa-t-il. Mieux valait mettre cela de côté pour plus tard. Très bien, détective, dit-elle en lui rendant le mandat. Procédez, je vous en prie. Mais Rebecca intervint Ben derrière elle. Il n'y a rien que nous puissions faire, Ben, dit-elle. Tout va bien. Robinson sourit. Je vous avais dit que je reviendrais, bel homme. Il tapota l'épaule de Ben avec le mandat en passant et conduisit 5 agents en uniforme et 3 techniciens vers la scène de l'incident à l'arrière de la maison. Les agents et les techniciens se dispersèrent dans différentes parties de la demeure. Robinson suivit leurs mouvements puis se tourna vers Rebecca et Ben. « Où est Madame Bradford ?» demanda-t-il. « À l'étage, » répondit Ben. « Va-t-elle nous rejoindre ?» Cette question s'adressait à Rebecca. « Non, elle ne nous rejoindra pas, » répondit Rebecca.
Elle a vécu un moment très traumatisant et il vaut mieux qu'elle se repose. Vous savez, dit Robinson, conscient qu'il perdait son temps, si elle répondait simplement à quelques questions, nous pourrions laisser ces gens tranquilles. Rebecca secoua la tête. Cela ne sera pas possible, détective. Vous devez savoir que Madame Bradford est représentée par une avocate, moi-même, et elle ne répondra à aucune question avant mon arrivée. D'accord. Robinson acquiesça, s'efforçant de faire baisser sa tension. Maudits avocats. Détective, entendit-il sur sa droite. Se tournant dans cette direction, il vit un technicien venant du garage avec un appareil photo. Ici, dit-il, montrant l'image à Robinson sur l'écran numérique. Exactement comme nous le suspections. Robinson examina le cliché et effectivement, c'était là. Le long de la portière côté conducteur s'étendait une longue rayure à travers la peinture et le métal, sur presque toute la longueur de la porte. Il sourit. « Je vous tiens, Madame Bradford. » Alfaro, appela-t-il. « Oui, répondit un sergent en uniforme depuis l'autre pièce. Vous êtes responsable ici jusqu'à mon retour, d'accord ? Compris. Et sergent, ajouta-t-il en se tournant vers Rebecca et Ben, ne laissez pas Madame Bradford partir. Si elle fait un pas hors de cette porte, menottez-la et ramenez-la à l'intérieur. Compris ? Compris, répondit le sergent Alfaro en entrant dans la pièce. Nous allons jouer selon vos règles, Mademoiselle Lyon, dit Robinson, ne cherchant pas à dissimuler sa joie. Attendez ici jusqu'à ce que je revienne avec le mandat d'arrêt, d'accord ? Rebecca ne répondit que par un bâillement. Ne prenez pas trop de temps, détective, dit-elle. Son ton moqueur fit à nouveau monter sa tension. Puis deux pensées lui vinrent successivement. D'abord, je vais effacer ce sourire narquois de votre visage, maître. Et ensuite, que c'est-elle que j'ignore ? Elle reste remarquablement calme, même pour une avocate. La seconde pensée le tourmentait encore alors qu'il retournait à la maison des Bradford avec le mandat sur le siège passager. Que c'est-elle que j'ignore ? Le procureur du comté de Lake, Robert Knight, portait son plus beau costume et sa plus belle cravate. Il était au cœur d'une course serrée pour le poste de procureur et avait besoin d'une démonstration publique de fermeté pour assurer son troisième mandat. L'affaire opposant le peuple de l'État d'Illinois à Jennifer Bradford allait être précisément ce véhicule, décida-t-il lorsque l'affaire fut portée à son bureau. Dans cette optique, il prit la décision de gérer personnellement l'affaire du début à la fin. La salle d'audience était remplie de spectateurs et de journalistes, et Knight souriait. Il savait que les choses prenaient la bonne tournure. Plus il y aurait d'affaires comme celle-ci, meilleures seraient ses chances. Il ne restait plus qu'à s'assurer d'une condamnation rapide. Il hocha la tête et pensa que les procès pour meurtre pouvaient s'étendre sur 2 ans, ce qui serait trop tard pour ses objectifs. Il devait tout faire pour accélérer le processus autant que possible. Les primaires étaient dans 4 mois et l'élection dans 13 mois. S'il pouvait amener l'affaire en jugement avant la fin de l'été, cela créerait une vague d'élan qui le propulserait au pouvoir. « Levez-vous » ordonna l'huissier. Et le silence se fit dans la salle d'audience, hormis le bruissement de centaines de corps se levant. La cour de circuit du 19e circuit judiciaire est maintenant en session, sous la présidence de l'honorable juge Gerald Feldman. Knight sourit tandis que le juge traversait la porte de ses quartiers jusqu'au tribunal et prenait place. L'huissier informa ensuite tout le monde qu'il pouvait s'asseoir. Knight était ravi que l'affaire ait été confiée au juge Feldman. Dans sa 17e année sur le banc, il était connu comme un juge intransigeant et ferme sur l'ordre public. Bien sûr, Knight savait qu'il pourrait faire vivre un enfer aux avocats s'ils commettaient une erreur, mais il ferait de son mieux pour faire avancer les choses. « L'accusée est-elle présente ?» demanda Feldman à l'huissier. « Je vais la faire entrer, votre honneur. » Feldman acquiesça et tous les regards suivirent l'huissier jusqu'à une porte latérale. Un instant plus tard, Jennifer franchit la porte vêtue d'une combinaison orange portant l'inscription « Prison du comté de Lake ». Des chaussures de tennis orange s'enlaçaient aux pieds. L'État contre Bradford, dossier numéro 09 CF 2311, annonça Feldman d'une voix lasse, en feuilletant le dossier devant lui. Que le représentant de l'État s'identifie. Robert Knight pour le peuple de l'État d'Illinois, déclara Knight, sa voix profonde résonnant dans toute la salle d'audience. L'avocat de la défense, Rebecca Lyon du cabinet Schwartz-Gilman, votre honneur.
Feldman se tourna vers la femme brune assise à côté de lui. Il remarqua pour la première fois qu'elle était tout aussi ravissante que sa cliente, mais d'une manière diamétralement opposée. Alors que Jennifer était de taille moyenne, blonde aux yeux bleus, mince et athlétique, Rebecca Lyon était légèrement plus petite, brune aux yeux marrons, avec une silhouette délicate. Maître Lyon, prononça Feldman, regardant par-dessus ses lunettes. Votre cliente renonce-t-elle à la lecture de l'acte d'accusation? Oui, votre honneur. Parfait. Comment plaide-t-elle concernant l'unique chef d'accusation, homicide au premier degré? Non coupable, votre honneur. Un murmure s'éleva dans la salle. Les stylos des journalistes grattaient sur leurs carnets. Silence, ordonna l'huissier, et les murmures cessèrent. Feldman sourit à l'huissier et poursuivit. Quelle est la position de l'État concernant la caution? Knight s'éclaircit la gorge, voulant s'assurer d'être entendu dans toute la salle. Étant donné la gravité des charges, l'État demande que l'accusé reste en détention jusqu'au procès. Un nouveau murmure s'éleva, et Feldman jeta un regard vers la foule, qui se tut. Maître Lyon, votre honneur, Madame Bradford a des attaches étroites avec cette communauté. Elle a une famille, de très jeunes jumelles, et un mari également lié à cette communauté. Elle ne présente aucun risque de fuite. Nous demandons que la caution soit fixée à un montant raisonnable. Feldman acquiesça, puis griffonna quelque chose sur le formulaire devant lui. La caution sera fixée à 10 millions de dollars, avec une obligation de 10%. Si elle peut verser ce montant, elle devra rendre son passeport. Knight sourit, satisfait d'une caution aussi élevée. Puis il entendit un bruit sourd et se tourna vers sa droite. Jennifer Bradford s'était évanouie, et la salle d'audience explosa en clameurs. Le sourire de Knight s'élargit davantage. En effet, il savait que cela lui assurerait certainement un troisième mandat. 5 mois plus tard, Ben était nerveux, son genou droit tressautant alors qu'il était assis au premier rang, à quelques pas derrière Jennifer et Rebecca. Durant les 4 derniers jours, ils avaient sélectionné les jurés, et Rebecca avait assuré à Jennifer et à lui que c'était un bon choix. 5 hommes et 7 femmes. Un seul des hommes était célibataire, mais fiancé. Et 3 des femmes étaient célibataires, mais cela importait peu dans une affaire de légitime défense. Ben remarqua que Jennifer n'avait pas bonne mine. Elle était vêtue simplement, d'un chemisier blanc et d'une jupe grise, sans maquillage, ses cheveux ternes à cause du shampoing bon marché de la prison. Plus frappant encore, elle était pâle, émaciée, avec des cernes sous les yeux. La détention ne lui convenait manifestement pas, réalisa-t-il. Mais après tout, avec qui pourrait-elle s'entendre, hormis des déséquilibrés et des criminels endurcis? Rebecca, en revanche, incarnait l'assurance même. Elle portait une jupe et une veste noire sur un chemisier blanc, une simple croix en pendentif autour de son cou délicat. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son regard fixé sur lui tandis que Knight terminait sa déclaration liminaire et regagnait sa place à la table des avocats. Se tournant vers Rebecca en haussant les sourcils, le juge Feldman demanda depuis son siège « La défense souhaite-t-elle faire une déclaration préliminaire à ce stade ?» Rebecca se leva. « Non, votre honneur, dit-elle. Si la Cour le permet, nous aimerions reporter notre présentation jusqu'au début de notre argumentation principale. » La Cour l'autorise, Maître Lyon, répondit-il. Se tournant vers Knight, il dit « J'invite le ministère public à appeler son premier témoin. » Votre honneur, dit Knight, se levant du pupitre et se tournant vers la porte au fond de la salle d'audience. Le ministère public souhaite appeler Deborah Broussard. Ben s'y attendait. Rebecca lui avait expliqué comment se déroulaient réellement les procès dans le monde réel, ceux qui n'étaient pas déformés et adaptés pour la télévision. Le premier témoin était presque toujours un témoin de vie et de mort. C'était le témoin appelé à témoigner qu'elle avait vu la victime juste avant son décès et qu'elle était vivante. Puis elle l'avait vue après sa mort et elle était décédée. Cela semblait absurde. Mais pour prouver le meurtre, il fallait témoigner qu'une personne vivante était morte. Ensuite, le médecin légiste devait témoigner que la mort était due à un acte criminel. Puis le reste des témoins devaient témoigner que l'accusé était la personne responsable de cette mort par acte criminel. De plus, Rebecca expliquait à Ben que les conjoints survivants sont inévitablement appelés comme témoins de vie et de mort car ils suscitent immédiatement la sympathie du jury. Le mépris pour le scélérat accusé d'avoir ruiné la vie du pauvre témoin en prenant la vie de son conjoint,
et la réalisation que la personne réelle n'est plus, fauchée au sommet de son existence idyllique. L'huissier ouvrit la porte et Deborah Broussard s'avança dans l'allée entre les sièges jusqu'au banc des témoins. Knight se figea à son apparition et Ben se retourna pour l'observer. Deborah Broussard arborait une collection étincelante de bijoux en or et diamants coûteux. Un tailleur-pantalon blanc moulant qui mettait en valeur ses longues jambes et l'éclat de ses parures. Ben réalisa qu'elle ne ressemblait en rien à une veuve éplorée et se tourna pour voir la réaction de Rebecca. Cette dernière pinça les lèvres, mais une lueur d'amusement brillait dans ses yeux. Le témoin prêta serment et Deborah prit place à la barre. Les premières questions étaient préliminaires. Nom, adresse, profession, depuis combien de temps vivez-vous ici? Avez-vous été marié? Avec qui? Avez-vous des enfants? Puis les hostilités commencèrent. Madame Broussard, avant ce fameux après-midi du 23 septembre, quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Demanda Knight, commençant l'interrogatoire sur le principe qu'il était vivant. Le 21 septembre, répondit-elle, un semblant de sourire jouant sur ses lèvres. Ben remarqua l'attention de Rebecca sur le témoin et était aussi intrigué qu'elle par l'étrange réaction de la supposée veuve éplorée. « Vous voulez dire le 22, n'est-ce pas ?» dit Knight, feuilletant la pile de rapports de police devant lui. « Objection, intervint Rebecca. Question déjà posée et répondue. Rejetée, dit Feldman. Le témoin peut répondre pour clarifier toute ambiguïté. » Deborah sourit au juge, puis se tourna à nouveau vers Knight. « Non, monsieur Knight, je veux dire le 21 du mois. Mais vous avez dit au détective Robinson, l'enquêteur en charge de l'affaire, que vous l'aviez vu pour la dernière fois le 22, n'est-ce pas? » Objection, dit Rebecca. Il influence le témoignage de son propre témoin. Retenu. Knight fit une pause, regarda Rebecca, puis ses notes, tourna la page avec la liste des questions et continua. Donc le 21, où étiez-vous quand vous l'avez vu? Dans ma maison. Vous voulez dire votre maison commune avec votre mari, n'est-ce pas, Madame Broussard? Corrigea Knight. Non, Monsieur Knight, je veux dire ma maison. La maison m'appartient et n'a jamais appartenu qu'à moi. Merci.